le discours inaugural du président Paul Biya. Tout à l'heure, on parlait des Verts. Paul Biya, justement, s'il y avait quelque chose à retenir, Berthenois, ce serait quoi? Monsieur Jean-Jacques, j'ai retenu beaucoup de choses aujourd'hui. Je me suis incliné dernièrement pour repartir les 25 dernières années. J'ai cherché à ce que je puisse avoir le discours qui concernait la jeunesse depuis 2000, au soir du 10 février. J'ai eu la chance de retrouver à plus de 3/4 de ces discours. Je voudrais noter ici que le président a toujours parlé concernant la jeunesse. Il faut le dire. Peut-être il y a eu quelque chose de plus aujourd'hui, mais dans l'ensemble, il s'adresse aux jeunes et les jeunes, depuis lors, veulent voir quelque chose se passer. Donc, concernant la jeunesse aujourd'hui, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien de savoir que l'une des catégories qui est majoritaire, c'est la jeunesse. Et selon le terme démocratie, on ne peut pas abandonner la catégorie qui a un pourcentage élevé. Sauf que nous voulons voir la concrétisation dans les discours qui sont prononcés par le chef de l'État. Vous dites que l'ensemble des discours que vous avez parcourus, il y a toujours sur le plan de la forme, il y a toujours quelque chose pour la jeunesse. Mais ce qui semble manquer, c'est la matérialisation. Vu que le discours du 10 février, M. Jean-Jacques, est beaucoup plus sur la jeunesse. Et vous pouvez imaginer donc un discours qui concerne la jeunesse, qu'est-ce qui peut être à l'intérieur comme contenu? C'est de dire aux jeunes quelque chose qui va susciter l'espoir. Mais en écoutant encore celui d'aujourd'hui, il se peut qu'il y a encore eu un bon contenu au niveau de la promesse qui est toujours faite au niveau de la jeunesse. C'est de ça qu'il est question. Et ce que le président a dit de façon concrète concernant la jeunesse, il dit « J'envisage de mettre en œuvre dès les premiers mois de ce septennat un plan spécial de promotion de l'emploi des jeunes dont les axes principaux seront les suivants. » Il a énuméré les axes. Donc de manière concrète, il dit qu'il va mettre en place un plan spécial de promotion de l'emploi jeune. C'est une grande annonce. C'est une grande annonce. Je ne vais pas me retirer de ce que j'étais en train de dire. Comment est-ce que vous avez perçu la création du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle? C'est un ministère qui a été créé honnêtement pour venir pallier à beaucoup de problèmes des jeunes. Ce ministère a été créé. Vous venez encore de voir le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Il y a eu beaucoup de projets qui ont été dirigés dans ce ministère. C'était pour que les jeunes notamment le plan spécial triennal jeune. Exactement. Oui. C'était pour que les jeunes retrouvent vraiment le jus qu'ils vont se nourrir avec. Mais au regard de tout cela, M. Jean-Jacques, les jeunes ont des problèmes. Soit on met quelque chose qui n'est pas, qui n'atteint pas le nombre qu'ils sont. Parce que lorsque nous sommes dans une maison et que vous apportez une nourriture qui ne peut pas nous suffire, on ne va pas dire que vous n'avez pas rationné, mais vous n'avez pas donné à la hauteur du nombre qui doit partager le repas que vous avez donné. Donc, en toute bonne conscience, j'ai aimé le discours parce qu'il faut d'abord que quelqu'un se prononce. C'est sur la base de la parole qu'on va demander à la personne que, mais qu'avez-vous dit tel jour? Il se retrouve en train d'être tenu sur sa parole. Ça a été bien. J'ai souligné également l'insertion des femmes. Oui. Je l'ai dit ici maintes fois, je suis coordonnateur national d'un projet des femmes et des veuves et des femmes violentées. Je vous assure que j'ai vu beaucoup de choses concernant ces mouvements. Il faut impérativement, après la jeunesse, ce sont les femmes qui suivent. Il faut nécessairement un traitement tel que le président a dit aujourd'hui en ce qui concerne la jeunesse. Et quelque chose m'a plu. Il a encore mis le doigt au niveau de la corruption. Monsieur Jean Jarzé, pour que le Cameroun soit un pays que nous tous nous attendons, il faut impérativement mettre un accent fort
au niveau de la corruption. Sinon, mais là, ce n'est pas une nouveauté. Vous dites bien qu'il a encore mis le doigt là-dessus. Il a encore mis, ça veut dire qu'il y avait... qui est beaucoup plus trop résistante, ou alors c'est les moyens de lutte qui ne sont pas appropriés. Je me dis qu'il doit avoir un problème de légèreté. Je me dis qu'il doit avoir un problème de légèreté par rapport à ce qu'il avait dit en 82, rigueur et moralisation. Vous pensez réellement que si vous blaguez, là où nous sommes assis ici, on ne va pas trouver les caméras à côté de la porte, on ne va pas trouver que quelqu'un a déplacé ce qui ne devait pas être, il est rentré avec ça à la maison. Mais si vous êtes tellement sévère, nous allons vivre ici des années sans toutefois que quelque chose ne bouge. Et je vais sortir tout en lui disant quelque chose, M. Jean-Jacques. Ce que je veux dire au président de la République aujourd'hui, au regard du temps qu'il a mis, 43 ans, il a fait aujourd'hui mélangé avec un autre septennat qui s'annonce. Et je vais donc aller... Pas dans la Bible, j'espère. Non, je dois... D'accord. Non. Ça commence à être il m'arrive souvent que je prenne aussi les citations des philosophes et bien d'autres personnes pour illustrer ce que je vais dire. Ce que le président de la République doit faire pour ce septennat, voici la solution. Dans le livre de Exode, chapitre 18. Eh bien, nous y sommes. Oui, verset 21. Oui. Voici ce qui est dit. C'est Jéthro qui s'adressait à Moïse par rapport à la conduite que Moïse devait faire avec le peuple de Dieu. Il lui a dit, choisis parmi tout le peuple les hommes capables. Deuxième de choses, craignant Dieu. Troisième de choses, les hommes intègres. Quatrièmement, ennemis de la cupidité. Et à la fin, établis-les sur eux comme les chefs de 1000, les chefs de 100, les chefs de 50 et les chefs de 10. Ce septennat, pour que le président de la République réussisse, il faudra que ceux qui nous écoutent lui envoient ce message pour qu'il réussisse. C'est un bon chrétien. Il faut impérativement que l'équipe qui va accompagner le chef de l'État pour ce septennat, qu'on retrouve les gens pareils à l'intérieur. Sinon, il va encore se retrouver comme dans les prochaines années où il a dit beaucoup de choses, mais il n'y a pas eu des gens qui l'ont accompagné. D'accord, vous retenez quand même qu'il y a eu un intérêt pour les jeunes, pour la femme, avec notamment l'annonce de ce plan spécial de promotion de l'emploi des jeunes, mais vous mettez tout cela en doute relativement aux promesses qui ont été faites par le passé, dont la matérialisation n'a fondamentalement pas suivi. Farel Ateba, qu'est-ce qu'on retient du discours inaugural du président Paul Biya? Vous savez, le chef de l'État, président de la République, lors de la cérémonie de prestation de serment, a exprimé sa gratitude à Dieu et au peuple camerounais. À Dieu, le Père, et au peuple camerounais qui lui a encore fait confiance. Et le chef de l'État a fait le rappel de la portée symbolique du serment qu'il a prêté devant le peuple camerounais. Vous savez, il est conscient, de mon point de vue, de la responsabilité que le peuple lui a encore confiée. Je l'indiquais tout à l'heure, ce n'est pas que je n'ai pas dit que le peuple, je vais dire les militants du RDPC, ne doivent pas péter. Ils doivent tenir compte des conditions de vie actuelles du peuple camerounais. Vous savez, pendant l'élection présidentielle, s'il y a une récrimination qui revenait de façon récurrente dans les médias et même à travers les réseaux sociaux, c'est que le peuple s'ouvre, le peuple a soif de changement. Et ce changement-là, il s'agit de quoi? Ce n'est pas forcément comment j'avais dit ça, un nettoyage systématique autour du président Paul Biya. Ce n'est pas forcément que le président de la République doit partir. C'est qu'il faut améliorer les conditions de vie des citoyens. Et le chef de l'État, le président de la République, tel que je l'ai écouté, je l'ai trouvé sincère pour une première fois. Je l'ai trouvé sincère, conscient des enjeux, conscient de la responsabilité que le peuple lui a encore confiée, conscient comment j'ai envie de dire ça, du poids du travail qu'il doit commencer à faire. C'est ce qu'il exprime lorsqu'il dit, Farel, je mesure pleinement la gravité de la situation que traverse notre pays. Je mesure le nombre et l'acuité des défis auxquels nous sommes confrontés et je mesure la profondeur des frustrations et l'ampleur des attentes. Oui. Alors le chef de l'État reconnaît les difficultés
à venir, les difficultés actuelles du peuple camerounais. Le président de la République reconnaît, comment j'avais dit, ça manifeste la volonté d'aborder les priorités du nouveau septennat, c'est-à-dire essayer un peu d'amener les Camerounais à sortir de cette crispation-là que nous voyons aujourd'hui. Hein, les Camerounais expriment, si vous voyez à travers les manifestations post-électorales, ce qui se passe actuellement, c'est en fait ces frustrations-là. Les gens qui en ont marre de voir ce que les autres ont appelé les hautes instructions du président de la République détruire quasiment des vies. Voir que les hautes instructions du président de la République n'ont pratiquement servi à rien. On a des infrastructures qui ont été, comment je vais dire ça, dont les travaux ont été engagés et beaucoup d'argent a été dépensé, mais sauf qu'on n'a pas vu ces travaux-là s'achever. Et voyez-vous, aujourd'hui, on va citer par exemple le stade de Olembe, qui au début était le complexe Paul Biya, et aujourd'hui on parle du stade de Olembe. On a l'impression qu'à la dernière minute, le chef de l'État, le président de la République, le chef de l'État, Paul Biya, n'a pas voulu qu'on colle son nom à cette histoire-là, raison pour laquelle, et vous avez vu, aujourd'hui, lorsque le président de la République est arrivé à l'Assemblée nationale, il était ému. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Il était fier d'entendre que ce joyau architectural porte fièrement et porte son nom. Et on s'est dit donc que lorsque les Camerounais se rendent donc compte que l'autoroute Yaoundé-Douala a englouti il y a plus de 1000 milliards, mais on ne voit rien sur le terrain. Hein? Les travaux n'avancent pas. L'autoroute Yaoundé-Simalé n'est pas électrifiée, n'est pas sécurisée. On agresse les Camerounais là-bas tous les jours. Les Camerounais se rendent compte que sur l'axe Yaoundé-Bafoussam, il y a des accidents tous les jours. De Bertois jusqu'à Garouaboulaye, la route est impraticable. Vous ne pensez pas que ça peut susciter des frustrations? Le chef de l'État a donc mesuré l'ampleur des frustrations des Camerounais et il s'est dit, vous l'avez trouvé sincère sur oui, c'est mon point de vue. Il a dit, c'est assez. Et le président de l'Assemblée nationale, en remettant le stylo au président de la République, pour ceux qui ont vu la scène, a rappelé que c'est avec ces stylos quand vous allez prendre des grandes décisions de la République. Et il a d'ailleurs évoqué le remaniement ministériel. Ce que le peuple camerounais attend, c'est que le président de la République essaye un peu de se débarrasser de certaines têtes, certains visages. Les gens ne veulent plus, les jeunes particulièrement, ne veulent plus voir certaines personnes. C'est pas qu'on veut faire, on en veut fortement à ces gens-là, c'est que sur le terrain, on se rend compte que ces gens ne nous servent pratiquement à rien. Au contraire, ils travaillent de manière à opposer le peuple au président de la République. Et donc, aujourd'hui, si nous autres Camerounais avions décidé, n'est-ce pas, avons décidé de soutenir, d'accompagner le président de la République, c'est parce que nous sommes conscients de ce que le président peut enfin rectifier le tir en se débarrassant de ceux qui ont, comment j'ai envie de dire ça, ceux qui l'ont opposé au peuple camerounais et à baliser le chemin de manière à ce que les jeunes soient fiers de lui. Et d'ailleurs, je me réjouis du fait que le président aujourd'hui ait reconnu, n'est-ce pas, l'importance de la jeunesse, l'importance des femmes, n'est-ce pas, à bâtir de gouvernance. Et on espère que... Là, c'est pas nouveau, en tout cas. On espère que le président de la République va encore respecter sa parole. Parce que le copaniste l'a dit tout à l'heure. Il y a une différence entre la parole dite et les faits sur le terrain, la concrétisation de cette parole-là. Est-ce que le président va véritablement respecter ce qu'il a dit dans ses discours d'investiture? Est-ce que le président... On pourrait lui demander, est-ce qu'il a évalué le plan spécial triennal jeune avant de passer au plan spécial de promotion? Je crois que plusieurs fois dans ses discours, le chef de l'État est revenu dans... souvent mis l'emphase sur le plan spécial triennal jeune, je crois que c'est comme ça, oui. Et qui engloutit plus de 102 milliards de francs CFA. Je ne vais pas remettre en cause, je vois le ministre de la Jeunesse se bat, il se bat tant bien que mal pour défendre un espace, ce projet. Malheureusement, on se rend compte qu'il y a encore des frustrations, il y a des récriminations qui fusent de part et d'autre. Bon, c'est pas important, mais ce que je voudrais rester sur ce que j'ai dit tout à l'heure, Jean-Jacques. Il faudrait bien que le chef de l'État mesure l'ampleur de la responsabilité qui lui a encore été confiée. Heureusement qu'il a invoqué Dieu et il a parlé de la remercier Dieu et on espère que, comme le companiste l'a dit tout à l'heure, qu'il appellera Dieu à l'aider à accomplir son projet de société. Et nous autres serons là
pour l'accompagner de manière à ce qu'il puisse atteindre ses objectifs. Donc vous prenez la main tendue parce qu'il a parlé de Oui, il a tendu la main aux jeunes. Qui suis-je? Non, écoutez, Jean-Jacques, lorsque je ne suis pas comme certains hommes de Dieu qui sont devenus quasiment des militants des partis politiques actuellement, en tant que chrétien, j'ai fait ce qu'on appelle le vœu d'obéissance. Lorsque la plus haute institution de la République a dit que c'est elle qui est le président de la République, j'ai l'obligation, parce que moi en tant que chrétien, il m'est demandé de respecter les autorités, parce que toute autorité vient de Dieu. Je dois donc respecter le président Paul Biya, qui m'a été présenté comme étant celui-là même qui doit être à la tête de mon pays. Je dois respecter le président Paul Biya. Et ce n'est pas tout. On dit que le chrétien doit prier pour les autorités. Je me pose donc la question de savoir, est-ce que ces hommes en soutane-là prient véritablement pour nos autorités? À lieu et place de cette prière, on voit plutôt certains qui incitent à la haine, qui incitent à la rébellion, à l'insurrection. Quelqu'un a même parlé de bon diable. Je me suis posé la question de savoir si c'est véritablement un homme de Dieu. Sur le discours inaugural du nouveau septennat du président de la République, on a cité cette phrase: je mesure pleinement la gravité de la situation que traverse notre pays. Je mesure le nombre et l'acuité des défis auxquels nous sommes confrontés, et je mesure la profondeur des frustrations et l'ampleur des attentes. C'est la phrase que nous soulignons tout à l'heure. Mohamed Ali, qu'est-ce que le jeune qui a suivi le président Biya tout à l'heure a retenu? Jean-Jacques Zé, moi je vais d'abord dire merci et bonne fête à tous les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parce que je suis également un jeune militant de ce parti-là, ce parti historique qui traverse les temps. Mais aussi, ne concerne pas que le RDPC. Oui, ne concerne pas que le RDPC, mais pour nous militants, c'est un moment d'introspection. D'accord. Et je voudrais dire que concernant le discours du chef de l'État, pour le jeune que je suis, et je crois que je peux porter la voix des jeunes qui sont comme moi encore étudiants et sur les bancs dans les amphis, le retour. Je commence par le retour du concours de l'ENS. Les écoles normales supérieures. Et qui voudrait dire concours, qui dit également immédiatement intégration directe. On l'espère. C'est quelque chose, non, c'est quelque chose qui nous avait beaucoup manqué. Parce que le recrutement des auditeurs libres crée beaucoup de problèmes. Parce qu'une fois qu'ils sont sortis, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et moi, je suis venu aujourd'hui, Jean-Jacques, pour faire des propositions. Je sais que... Est-ce que vous êtes déjà satisfait de l'espace consacré et des promesses faites aux jeunes dans ce discours? Jean-Jacques, je suis largement satisfait. Pourquoi? Par la création du plan spécial de promotion de l'emploi des jeunes? Moi j'insiste sur l'ENS. Le retour du concours d'entrée à l'ENS va résoudre beaucoup de problèmes sur le terrain. Parce que lorsqu'on dit les jeunes, beaucoup de gens regardent ce que ça va produire immédiatement. Mais il y a beaucoup de jeunes qui ont des difficultés aujourd'hui dans nos villes et villages à étudier parce que les enseignants sont pour la plupart vacataires et parfois très mal payés. Donc je pense que cette décision du chef de l'État va permettre à nos lycées et collèges de retrouver des enseignants de qualité. Dans un second temps, il y a ce plan. Ce plan, le chef de l'État a parlé de la collaboration avec nos institutions financières, c'est-à-dire les banques. Des jeunes pourront faire des projets et aller proposer au niveau de nos banques, ce qui n'est pas possible aujourd'hui parce qu'on va vous demander la garantie. Si l'État apporte la contrepartie de la garantie, je pourrais monter mon projet d'élevage de poulets de chair. Je pourrais recevoir 5 millions, vous allez voir que peut-être le concours de l'ENAM ne va plus m'intéresser. La jeunesse camerounaise ne demande pas beaucoup de choses, elle demande des opportunités. Et je pense que ce discours du chef de l'État, s'il est appliqué par les hommes qui seront choisis... Vous dites s'il est appliqué? S'il est appliqué, parce que Jean-Jacques, j'étais sur votre plateau il y a quelques mois, et j'avais dit que moi, je trouve pas cohérent de dire qu'on est à la période de la décentralisation et on fait un plan triennal spécial jeune et on décide de qui reçoit quoi à partir de Yaoundé. Qu'est-ce qu'ils en savent à Mandjouchemois, à Bertois? Ils en savent absolument rien. Ils peuvent demander aux délégués, mais Jean-Jacques, nous sommes des Africains. Dans la société, est-ce qu'un délégué affecté connaît quel jeune est sérieux au village? On devrait remettre tout cela au niveau des magistrats municipaux de nos municipalités. La décentralisation, c'est également ça. Le maire, il vit dans sa communauté. Il sait quel jeune sur qui on peut investir, voilà des opportunités. Je pense que c'est ce type d'initiative ou encore de mesures dont nous avons besoin. Jean-Jacques Zé, pourquoi continuer à recruter
des personnes à Yaoundé alors que le conseil régional pourrait recruter des jeunes sur place. Jean-Jacques Zé, l'autre jour, lorsqu'il y a eu des difficultés, par exemple, sur le problème de transport, c'est le conseil régional qui a mis son bus pour permettre aux populations dans la région de l'Est de se mouvoir. Donc, Jean-Jacques Zé, moi, je pense que ce plan du chef de l'État est salvateur pour nous les jeunes. Mais au niveau de l'application, je pense qu'il faut une décentralisation de ce projet. La banque doit opérer dans son secteur. Je ne pourrais pas venir déposer, comment un jeune de Koussiri va faire pour venir déposer un dossier au ministère de la Jeunesse à Yaoundé pour bénéficier d'un projet. Maintenant, une autre chose, Jean-Jacques, je voudrais dire également, il y a le choix des bénéficiaires. C'est ça qui crée le problème. Beaucoup de personnes, moi je crois, que le chef de l'État donne des instructions, mais au niveau de l'application, nous les jeunes, nous ne sommes pas satisfaits des hommes qui sont sur le terrain. Parce que Jean-Jacques Zé, parfois lorsqu'on choisit des gens, vous avez des noms des familles bien connues. Le plan triennal spécial jeune, moi j'en parle, parce que j'ai été dans l'environnement. Vous avez, dans un arrondissement, on choisit le neveu de l'élite, on choisit le cousin de l'élite, et on finit par sa belle-fille, c'est-à-dire la femme d'un de ses enfants au village. Alors, est-ce que cette jeunesse peut être contente de ce type de projet? Mais si on remet cela entre les mains des élus locaux, parce que l'avantage avec les élus locaux, des personnes élues, c'est que Jean-Jacques Zé, et vous en savez également, c'est que une personne qui est élue, s'il prend des mauvaises décisions, dans quelques mois, il y a les élections, il sera sanctionné par le peuple. Et le peuple va dire qu'on n'en veut pas. Moi, je pense qu'en décentralisant ce type d'initiative dont le chef de l'État a parlé, nous, les jeunes, nous allons trouver nos comptes. Même au niveau, n'est-ce pas, des concours, on parle de l'équilibre régional, mais vous avez parfois un arrondissement qui reçoit des jeunes qui entrent à l'ENAM chaque année, alors que l'arrondissement voisin n'en a jamais eu. Jean-Jacques Zé. Moi, je peux vous dire au niveau de la communauté... D'où les frustrations évoquées par le président de la République. Voilà, elles sont nombreuses. Au niveau de la communauté Bororo, par exemple, moi, je suis un jeune Bororo. Je peux vous dire que parfois, quand nous, on se retrouve, Jean-Jacques Zé, moi, on m'appelle élite parce que je suis étudiant. Parce que vous êtes à l'ESTIC. Je suis à l'ESTIC, certes, oui. Mais l'ESTIC n'intègre pas aujourd'hui. Oui. C'est également un pan qu'il faudrait voir au niveau du ministère de la Communication. Avec la décentralisation, nous, les jeunes journalistes qui sortons, pourquoi ne pas nous envoyer dans les conseils régionaux? En France, par exemple, vous allez voir que le conseil régional a son journal presse écrite, a sa radio et a sa chaîne de télévision. Pourquoi continuer à mettre la CIA-TV, un chef de station nommé de Yaoundé à Bertois? Vous ne pensez pas qu'un chef de station nommé par le président du conseil régional servirait mieux les populations locales qu'un chef de station nommé par un directeur régional, lui aussi qui a été nommé? Donc moi je pense qu'il y a une décentralisation du système qui pourrait résoudre beaucoup de problèmes pour nous les jeunes. Moi je crois que Jean-Jacques, je vais terminer, les jeunes Camerounais aiment leur président de la République. Nous les jeunes, nous aimons le président de la République. Jean-Jacques, depuis que nous sommes nés, vous écoutez la radio, c'est président Paul Biya. À l'école, vous étudiez le président Paul Biya. Non, Jean-Jacques Zé, je veux dire que toute notre vie est rythmée. C'est celui que vous connaissez. Jean-Jacques Zé, toute notre... Non, ce que je suis en train de dire, c'est que le jeune Camerounais, même s'il vous dit qu'il n'aime pas le président Paul Biya, je pense que c'est une façon d'exprimer ses frustrations au sein de sa communauté. Parce que quelqu'un que vous avez toujours entendu parler, que vous avez toujours vu, est-ce qu'il a toujours répondu à leurs questions, les jeunes à leurs problèmes? Ce n'est pas parce qu'on l'entend parler de lui tous les jours qu'on est content forcément. Jean-Jacques Zé, si les jeunes sont c'est pas que le président de la République ne fait... Est-ce qu'il a répondu à leurs questions aujourd'hui? Oui, parfois le plan spécial de promotion de l'emploi des jeunes aujourd'hui, après un plan spécial triennal jeune qui est resté problématique, dont l'évaluation n'est pas claire. S'il vous plaît, après un ensemble de projets et de programmes, des structures comme le Fonds national de l'emploi, qui n'a pas été évalué jusqu'à présent, qui n'a même pas été liquidé, c'est parce qu'on ne sait même plus si ça existe ou pas. Est-ce que ces éléments-là ne réduisent pas ce degré d'amour et mettent plutôt en place un ensemble de questions? Papa, on t'aime, mais est-ce qu'on est satisfait? Jean-Jacques Zé, la jeunesse, si moi je viens ici vous dire que la jeunesse camerounaise est entièrement satisfaite, c'est que je fais de la langue de bois. Moi, je voudrais dire que nous avons beaucoup de choses que nous attendons de notre président, mais nous aimons notre président. Jean-Jacques Zé, moi, quand j'ai eu le baccalauréat en 2017, il fallait venir faire l'université à Yaoundé.
Aujourd'hui, dans ma ville à Bertois, j'ai l'université de Bertois. D'accord. C'est déjà un soulagement. D'accord. Merci. Mohamed Ali, on va avancer. On va avancer. Justement, sur le plan spécial de promotion de l'emploi jeune, qui est la grande annonce pour les jeunes dans ce discours, et qu'il s'engage à le mettre en place dès les premiers mois de ce septennat qui a commencé aujourd'hui et qui devrait s'orienter sur quelques axes, notamment la mise en place de facilités administratives et fiscales pour les entreprises privées, avec en contrepartie l'obligation pour celles-ci de recruter les jeunes. C'est-à-dire qu'on propose des mesures de facilité administrative et fiscale, mais l'obligation que ces entreprises vont avoir, c'est de recruter les jeunes. Deuxièmement, le renforcement des mécanismes d'encadrement et d'accompagnement des jeunes dans la conception, la mise en œuvre et le financement de leurs projets. Ceci se fera en liaison, vous l'avez dit, avec les banques locales et les bailleurs de fonds internationaux. Troisièmement, la promotion du développement d'entreprises dans les secteurs à fort potentiel de création d'emplois, à l'instar du numérique, des mines, de l'agriculture et des services. Et puis quatrièmement, dès le prochain exercice budgétaire, c'est-à-dire là, puisqu'on est même en plein exercice, on est en pleine session budgétaire, voilà, il dit pour ce quatrième point que dès le prochain exercice budgétaire, une proportion du budget d'investissement de l'État sera consacrée à la réalisation des travaux à haute intensité de main-d'œuvre au profit des jeunes, c'est-à-dire IMO, sur toute l'étendue du territoire. Ceci se fera en lien avec les collectivités territoriales décentralisées, votre appel de ce côté-là, et les associations. La réussite de ce plan sera facilitée, j'en suis persuadé, dit le président, par le courage, l'ingéniosité, l'inventivité dont nos jeunes compatriotes savent si souvent faire preuve. Voilà un peu détaillé le plan spécial de promotion de l'emploi des jeunes. Est-ce que le professeur Kanko considère cette annonce comme l'annonce majeure pour les jeunes qui ont quand même manifesté leur mécontentement, qui ne sont pas allés abondamment voter, on l'a vu au niveau de l'abstention? Est-ce que ceci peut concourir justement à satisfaire cette jeunesse qui demande? Oui, je crois que non seulement ça peut contribuer à satisfaire cette jeunesse qui demande, mais à augmenter, n'est-ce pas, sur cette réalisation, d'autres réalisations du chef de l'État. Vous savez, par rapport à cette jeunesse, il y a quand même eu de gros investissements en matière d'éducation. Quand je vois la construction, comme l'a relevé le jeune Mohamed Ali, voilà, des universités de Bertois, de Garoua, et même des Bolova, qui sont en train d'être achevés. C'est quelque chose de très important pour cette jeunesse. Donc si, au-delà de ces investissements en matière d'éducation, au-delà de la professionnalisation des enseignements, au niveau des lycées et même au niveau des universités, comme l'a relevé le chef de l'État, alors ça sera quelque chose de très très satisfaisant, je crois, pour cette jeunesse. Parce que s'il y a un problème aujourd'hui, c'est le problème de l'emploi, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. On a parlé du plan triennal spécial jeune, pour lequel le chef de l'État, depuis 2016, avait mis, je crois, une somme de 102 milliards. Et aujourd'hui, on se rend compte, un peu comme ils ont relevé, les responsables de ce projet ont dépensé jusqu'aujourd'hui, je crois, seulement 27 milliards. Et ce n'est pas suffisant. Donc il faudrait aller au-delà pour satisfaire un bon nombre de jeunes par rapport à cela. Et puis, vous savez, ce plan devait permettre aux jeunes non seulement de créer leurs propres entreprises, mais de recruter d'autres jeunes à la recherche d'emploi. Donc moi je crois que le plan spécial de promotion des entreprises par rapport à la jeunesse, n'est-ce pas, c'est un programme qui intéresse au plus haut point ces jeunes. Parce que quand moi je posais souvent les questions à mes collègues députés qui viennent du Grand Nord, de la Damawa, qui viennent du Nord et même de l'extrême Nord, ils me disent que les problèmes réels de ces trois régions, c'est le chômage des jeunes. Ça veut dire que si on prend ce chômage à bras le corps, comme le chef de l'État est en train de le faire, ça va réduire le chômage et permettre à ces jeunes d'aimer davantage, comme l'a relevé Mohamed, n'est-ce pas, le chef de l'État, de façon assez concrète. Il est peut-être amené à aller voter à l'occasion des prochains scrutins, je dirais, présidentiels. Ils seront plus nombreux s'ils trouvent leur compte, justement, dans la création d'emplois, dans
la création d'entreprises et même dans le recrutement d'autres jeunes. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de créer des emplois, mais il s'agit de créer les emplois, n'est-ce pas, pour d'autres jeunes aussi. C'est-à-dire les jeunes qui créent les emplois pour d'autres jeunes. C'est quelque chose de formidable. Et au-delà des jeunes, vous avez oublié que le chef de l'État a aussi insisté sur les femmes. Sur les femmes, oui. Oui, il a parlé des femmes. Et en parlant des femmes, le chef de l'État a parlé de la responsabilisation accrue des femmes dans le secteur privé et dans le secteur public. Et moi, j'ai été député entre 2013 et 2020. Je peux vous dire que au cours de cette 9e législature, il y avait 46 femmes députées à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, on m'a dit qu'elles sont au nombre de presque 54 ou 56 femmes députées à l'Assemblée nationale. Et il faut savoir que dans une circonscription électorale... deux chambres, hein, pas oui, voilà, il y a les femmes sénatrices et les femmes présidentes de commission. Vous voyez, le chef de l'État fait beaucoup pour ces femmes-là. Et il voudrait, pour ceux qui ont lu la profession de foi, renforcer la législation, n'est-ce pas, sur les violences faites aux femmes. Dans notre pays, vous savez, il y a des femmes abandonnées, il y a des veuves, et il voudrait faire un effort pour que ces veuves et ces femmes abandonnées sachent qu'il y a un chef, n'est-ce pas, qui les protège, et qui a travaillé, n'est-ce pas, à renforcer la législation en matière de leur protection. Et là, c'est pour les femmes, toujours pour les femmes, je crois qu'il y a la finalisation du code de famille, du code de la famille. Mais ça fait une vingtaine d'années, on attend ce code. Oui, c'est ça, ce code de la famille est en pleine gestation. Et je crois que... C'est assez compliqué, ça. Je crois qu'il est en pleine gestation et je crois qu'au cours de ce septennat, ce code de la famille, n'est-ce pas, verra le jour. Moi, je suis presque sûr. Ensuite, le chef de l'État a parlé de la réforme de l'État, parce qu'il faut évoquer ça. Alors, nous avons une constitution, une loi fondamentale qui régit notre pays, mais au niveau de cette réforme de l'État, il y a plein de choses, n'est-ce pas, qui pourraient arriver, notamment dans le processus électoral. On pourrait parler du nombre limité de mandats à la tête de l'État, par exemple, c'est-à-dire au lieu du nombre illimité, on dit un candidat à l'élection présidentielle peut être élu pour une période de 7 ans, peut-être renouvelable une fois. Bon, on peut également parler, n'est-ce pas, du mode de scrutin, c'est-à-dire le scrutin majoritaire à 2 tours, qui peut également caractériser, n'est-ce pas, le scrutin présidentiel ou encore d'autres scrutins. Voilà un ensemble de réformes comme ça qui peuvent arriver et booster un peu ce que le chef de l'État a appelé dans son discours inaugural, n'est-ce pas, réforme de l'État. En tout cas, il y a tellement de choses, n'est-ce pas, qu'on peut faire pour moderniser l'État, surtout qu'il a parlé de ces réformes par rapport à l'adaptation de l'État camerounais, n'est-ce pas, à son environnement. L'adaptation de l'État camerounais à son environnement. Dans ces réformes-là, on est engagé justement dans la décentralisation depuis quelques années maintenant. Est-ce qu'à dire qu'il est en train de lire une insatisfaction dans la mise en œuvre de cette décentralisation? Bon, il y a la décentralisation, mais vous savez très bien que au-delà du transfert des ressources et des compétences au niveau des régions, au niveau des communes, on voudrait, n'est-ce pas, que ce transfert soit finalisé au niveau de tous les ministères. Parce que le jour où ce transfert va être au grand complet, les communes et les régions, n'est-ce pas, vont être plus opérationnelles. Parce qu'en matière d'éducation, nous savons que les régions, n'est-ce pas, ont la possibilité de construire, n'est-ce pas, des écoles. Mais le jour où les régions auront la possibilité de recruter les enseignants et de les payer, n'est-ce pas, ce sera une grande révolution en matière de décentralisation. D'accord. Donc, c'est quelque chose qui nous allons progressivement. Vous voyez, la décentralisation, c'est progressivement qu'on avance. Et puis, il y a un article... Mais progressivement, depuis 1996, quand même. Il y a un article dans cette constitution qui parle du principe de progressivité, vous le savez très bien. Et je crois qu'en dehors, de la région qui vient d'être opérationnalisée, je ne sais pas s'il y a encore une institution, n'est-ce pas, qui existe dans la Constitution de 1996 qui n'a pas été mise en application. Donc, progressivement, depuis 1996, il y a plein de choses qui ont été faites en matière d'évolution institutionnelle. D'accord. Et le chef de l'État, je voudrais quand même dire cela, il a remercié les pays amis qui poursuivent ceux qui financent le terrorisme, n'est-ce pas, au Cameroun, à partir de leur pays, de leur territoire. Et quand il a parlé de ces pays amis, j'ai pensé aux États-Unis d'Amérique, n'est-ce pas, qui engagent des procédures justement contre ceux qui financent le terrorisme dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est quelque chose à saluer et c'est fondamental. Alors, on va revenir là-dessus. Le chef d'État a également félicité les CAM, n'est-ce pas, on reviendra là-dessus. La façon dont il a
organiser, n'est-ce pas, cette élection présidentielle et à la façon dont il organise d'autres scrutins dans notre pays depuis sa création. D'accord. Bonsoir Jean-Jacques Zé, Dieudonné depuis Iagua. Soyez modeste, un discours reste un discours. Il n'aura véritablement rien de nouveau. On peut rester comme Thomas pour y voir et pour croire. Merci et bonne émission à vous. Merci à vous du côté de Iagua. Vous allez réagir tout à l'heure. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Bonsoir le panel. Je suis Monsieur Janvier Kadake, entrepreneur agropastoral en service à l'antenne régionale de l'Observatoire national de la jeunesse. Pour le Nord, je suis entièrement avec ce brillant jeune sur le plateau. Il parle pertinemment de la situation de financement des jeunes. Sur ce point, je suis entièrement d'accord avec lui que tant qu'on ne décentralise pas les choses, nous resterons dans la même situation car le chef de l'État peut débloquer le fonds, mais l'implémentation est un véritable calvaire car c'est par affinité qu'on finance un jeune parce qu'on va revenir soutirer un pourcentage et non par mérite. C'est un jeune entrepreneur qui connaît bien la situation sur le terrain qui s'exprime. Tu as pris ton jeune là où il aime bien seul le discours là. Vous n'avez pas signé votre message. Engagez-vous aussi en signant votre message. Bonsoir à tout le plateau. Je retiens du discours d'investiture du nouveau président qu'il est politiquement correct. Il dit des choses pour arrondir les angles. J'ai eu surtout l'impression d'un discours de campagne. S'il s'était prêté au jeu des échanges pendant l'élection, il aurait pu avoir une idée plus claire de cette jeunesse qu'il semble aimer. Je pense aussi qu'il informe le communiqué. Il pense aussi qu'il informe, ne communique pas réellement. Il lit un discours et chacun imagine ce qu'il veut. Donald depuis Nkwaban, ils sont nombreux qui réagissent. Bonsoir tout le plateau. Je retiens du discours d'investiture président qu'il est politiquement correct. Ça, Donald l'a déjà dit, il l'a envoyé plusieurs fois. Donald, on a lu ton message, hein, t'en fais pas. Il est déjà passé. Abdoulaye, bonsoir à vous. Ce mandat est un mandat de la honte. Abdoulaye, l'élection est passée maintenant. On ne sait plus comment, là où on va inscrire cela. Le concours de l'école normale supérieure était fermé grâce aux auditeurs libres. Toute classe sociale peut accéder à l'école normale supérieure. Pour cela, ne serait-il pas possible de parler plutôt de l'intégration des enseignants formés, en finir avec eux avant de revenir sur le concours direct? Il faut rappeler qu'au président de la République, qu'il y a des enseignants formés dans les écoles normales supérieures et qui attendent sur le terrain la possibilité d'être intégrés. Ça aussi, c'est une réalité. Bonsoir. Moi, particulièrement, j'ai aimé le discours du chef de l'État, mais ce que le jeune Camerounais attend de particulier, en premier, c'est de procéder à un remaniement ministériel pas de réaménagement. Marcel, depuis Kribi, qui attend un véritable coup de balai au niveau du gouvernement et qui est un peu d'accord avec Farrell sur ce point-là. Bonsoir à vous sur le plateau. Bonsoir Ali. Les propos du président de la République à l'encontre des jeunes est une fois de plus une façon de reconnaître qu'il y a une jeunesse qui est au chômage qualifiée et est quelque part dessus de certaines promesses, notamment le plan triennal jeune. La matérialisation des anciennes promesses sur le terrain devient un ping-pong. Bref, c'est très difficile et trop de corruption encore. Nous espérons que cette fois-ci sera la bonne. Ngale, depuis l'arrondissement de Ndian, qui envoie ce message-là. Accueillons Eugène Yambal, économiste, qui a fait beau jour, entre guillemets, du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et de la Société financière internationale. Bonsoir et bienvenue, Eugène. Bonsoir, Jean-Jacques. Vous avez suivi également le discours inaugural du président Paul Biya? Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce que vous avez retenu? Très bien. Merci de me passer la parole. Alors, j'ai retenu que le chef de l'État a promis de mettre l'accent sur un certain nombre de problèmes qui touchent à la vie quotidienne des Camerounais, et des jeunes et des femmes, dont il a parlé de la nécessité de mettre en œuvre des réformes institutionnelles au niveau de la gestion de l'État, de mettre l'accent sur les jeunes et les femmes, également de réactiver les concours au niveau... L'école normale supérieure, par exemple. Oui. Et puis, on sort d'une élection, et pour moi, la priorité en ce moment, c'est de préserver la paix, la cohésion nationale et l'unité nationale. Maintenant, pour revenir au discours du chef de l'État,
Bon, je pense que ça touche au problème des Camerounais. Mais le problème qu'on a toujours eu, c'est le passage entre la vision, l'expression des idées et puis leur mise en œuvre. Justement, lorsque vous entriez dans le studio, on parlait de cette annonce, la mise en place d'un plan spécial de promotion de l'emploi jeune, et que les uns et les autres parlaient justement de ce décalage entre l'annonce, la vision et la matérialisation. Tout à fait. On a eu plusieurs plans dans différents domaines dans notre pays, et malheureusement, à ce jour, la plupart n'ont pas abouti. Du fait que, je dis une fois de plus, on a du mal. La bonne gouvernance, c'est de travailler à partir d'une vision claire, d'identifier les projets qui peuvent avoir de l'impact et aussi de choisir les personnes qu'il faut à la place qu'il faut et faire une bonne allocation des ressources et ensuite sanctionner et contrôler. J'espère que sous le septennat qui s'annonce, on mettra l'accent sur un retour à ce mode de gouvernance qui pourrait permettre de résoudre un certain nombre de problèmes. Vous dites un retour parce que vous avez l'impression, vous dites que ce mode de gouvernance-là, sanctionné, contrôlé, le suivi a manqué avec l'ensemble des programmes et des projets initiés par le chef de l'État. Je pense que c'est ce dont on a souffert au cours de ces dernières décennies. Vous savez, on a par exemple le plan, la SND 30, oui, qui est là. Et à partir, elle a essayé de dire que le Cameroun deviendra un pays industrialisé dans un horizon de 25 ans, qu'on va réduire la pauvreté et qu'il y aurait une croissance soutenue de 7%. Mais quand on regarde la mise en œuvre, le programme n'a pas été suffisamment bien conçu. Les exemples que j'ai vus, par exemple, dans les pays comme le Rwanda, c'est qu'une fois qu'on a fixé cette boussole, dans tous les différents secteurs, on met en place des politiques et des stratégies sectorielles. Par exemple, on se dit pour arriver à la vision 2030, quelles sont les industries sur lesquelles on va s'appuyer, quels sont les besoins, les implications en termes de réforme au niveau des ressources humaines de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau des infrastructures et au niveau même des exportations. Quand on a tout ce tableau, on se demande maintenant comment on met en œuvre, avec quels hommes et quelles ressources. C'est là que, par exemple, on peut faire des plans quinquennaux et on les décline en budget annuel, c'est-à-dire en clair, le budget de tous les ans du Cameroun devrait viser la mise en œuvre de l'objectif du plan 2030. Oui. Et par rapport à ça, mettre en place des mécanismes de coordination et puis de sanctions par rapport aux résultats. Bon, on n'a pas eu ce type de mécanique dans notre pays. Et surtout que depuis que nous sommes retournés dans l'ajustement structurel avec le FMI, l'objectif des programmes ne cadre pas forcément avec nos objectifs de développement dans le cadre de la vision 2030. Je prends un exemple simple. Lorsque le FMI arrive dans un pays, il veut amener le pays à faire des réformes pour dégager un surplus, pour rembourser la dette extérieure. Et c'est des programmes à court terme, ce n'est pas des programmes de développement. C'est même inscrit dans la charte du FMI. Il n'y a que les Africains qui ne veulent pas voir ce qu'il y a dedans. Donc quand ils arrivent, ils veulent, par rapport à ça, en termes de politique économique, on augmente les recettes, les taxes, on augmente les taxes, et puis on baisse les dépenses. Quand on augmente les taxes, on augmente la pression fiscale. Et quand vous avez les mêmes entreprises qui payent les taxes, finalement, elles n'investissent plus dans le secteur économique, elles ne créent plus d'emplois. On se retrouve dans une dynamique telle que celle de la Grèce, où au fur et à mesure que vous avez les programmes, vous êtes en train de tuer votre tissu économique. Et de l'autre côté, au niveau de la dépense, si ce n'est pas maîtrisé, vous faites des programmes pour rien. Bon, c'est le cas du Cameroun. Bon, pour parler concrètement, par exemple, quand le FMI demande d'augmenter les impôts et taxes, de l'autre côté, si vous voulez faire de l'impôt substitution, soutenir vos industries, vous avez besoin d'accorder des exonérations fiscales, soutenir les secteurs prioritaires. C'est incompatible avec les politiques consistant à augmenter les impôts et taxes pour payer la dette extérieure. Bon.
Voilà, justement, après cette lecture-là, oui. je rappelle qu'on a une émission à faire dans 2 semaines sur l'aspect économique du nouveau septennat, les rapports avec le Fonds monétaire international, les institutions de Bretton Woods, la fiscalité et autres. Mais sur le plan fiscal, le chef de l'État annonce quand même que des facilités vont être accordées aux jeunes entrepreneurs qui vont s'engager, mais la condition étant de recruter les jeunes. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui pour un jeune de mettre en place une structure, une entreprise? Et ce n'est pas que les jeunes. Je pense que le Cameroun n'a pas modernisé le dispositif institutionnel au niveau de l'environnement des affaires. Au niveau, par exemple, de l'État reste une machine lourde qui fonctionne encore de manière manuelle alors qu'on a une révolution digitale. On a un État qui est centralisé. Et à mon niveau, j'ai vu qu'il y a des réformes, par exemple, que j'ai aidé à mettre en place dans des pays comme le Sénégal il y a 25 ans, qui ne sont pas encore mises en œuvre ici. Par exemple, au niveau du guichet unique des entreprises, qui demeure une conditionnalité du FMI, ça c'est des réformes que j'ai mises en place au Sénégal il y a 25 ans. Et ici, on tâtonne encore. Maintenant, de manière générale, est-ce qu'il est facile aux jeunes? Non. Et le dispositif qu'on a ici pour appuyer les jeunes, à mon avis, il n'est pas adapté, il est trop lourd. Comment on fait pour promouvoir l'emploi des jeunes? Ce n'est pas en mettant en place des institutions spécialisées. On a le Fonds national sur l'emploi. Bon, c'est un peu le modèle à la française. Mais quand vous voyez comment les pays asiatiques et les pays anglo-saxons fonctionnent, pour promouvoir la croissance, on doit, dans les politiques économiques, dans la gestion du budget, dans la gestion macroéconomique, dans l'éducation, s'assurer par exemple qu'il y a une adéquation entre les besoins de l'économie et la formation qu'on donne à nos jeunes. On a besoin de savoir qu'au niveau de l'investissement public, on soutient des secteurs prioritaires. Par exemple, si on veut relancer l'agriculture, il faut un programme fort et cohérent pour soutenir. Et de l'autre côté, s'assurer qu'au niveau de la main-d'œuvre, de la formation, même de l'encadrement de nos agriculteurs, on peut le faire. On met en place, par exemple, on a des faiblesses aujourd'hui. L'agriculture camerounaise s'est effondrée, l'industrie également. Et s'il faut relancer ces secteurs, il faut retravailler sur les chaînes organiser les chaînes de valeur. Et on se rend compte que dans la plupart de nos campagnes, les gens produisent souvent, mais comme il n'y a pas de route, il n'y a pas de mécanisme de conservation de produits, il n'y a même pas d'acheteur final. Oui. Les gens se découragent, la production, et on n'arrive pas à organiser nos paysans en coopérative, on n'arrive pas à travailler sur les chaînes de valeur, et on arrive dans une situation où, contrairement aux pays développés, où la consommation des centres urbains soutient la croissance dans les zones rurales par la transformation des produits. Nous, on est dans une situation où, vous voyez de grandes villes comme Douala et Yaoundé, quand nous consommons ici, au lieu d'injecter du pouvoir d'achat dans nos campagnes, on envoie notre pouvoir d'achat vers l'Union européenne, vers les pays asiatiques. Je vais vous prendre un exemple simple pour montrer que, par exemple, le Cameroun importe quasiment tout ce qu'il consomme. Le riz, près de 200 milliards. Le blé, plus de 175 milliards. Le poisson, le poisson, l'huile de palme, il nous faut mettre en œuvre, dans la logique définie par le chef de l'État, il nous faut mettre en œuvre des politiques fortes pour réduire cette dépendance de l'extérieur et organiser notre économie pour retrouver une souveraineté agricole, au niveau industriel aussi. Au niveau des services aussi, on est très en retard. L'essentiel des services au Cameroun, c'est dans l'informel. Donc il y a tout ce travail à faire. Et j'ai vu des pays où, avec l'aide des bailleurs de fonds, on a mis en place des programmes spécifiques d'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Pour moi, ce sont les segments les plus importants de notre pays. Si vous soutenez les jeunes, les femmes dans une économie, ça permet de ramener le dynamisme, de distribuer du pouvoir d'achat. Donc, en un mot, oui pour les objectifs, mais on doit sortir de la logique où
les politiques des jeunes étaient un appendice de la politique économique. Il faut mettre ça au cœur de politique économique et sociale du Cameroun. D'accord. Le modèle du plan spécial de promotion de l'emploi des jeunes, lorsqu'on évoque, les gens ont à souvenir justement les autres plans et les autres programmes. Est-ce qu'on n'a pas cherché dans l'innovation? Est-ce qu'on n'est pas en train de s'enfermer dans des modèles qui n'ont pas prospéré jusqu'à présent? Il faut également, Jean-Jacques Zé, oui, nous disons merci au chef de l'État pour cette annonce, nous les jeunes, mais il faut dire que pour implémenter cette annonce du chef de l'État, il va falloir combattre un fléau, la corruption. Il a dit, en un mot dans le discours, oui. Il va falloir combattre la corruption. Parce que mon frère a parlé tout à l'heure du concours, l'accès au concours, l'école normale supérieure. Il a évoqué un problème, c'est lui comment je vais dire ça, le népotisme qui existe souvent dans le cadre de ces concours-là, où on accorde des privilèges à certaines familles et pas à d'autres. Il y a également que, est-ce que ceux qui sont là vont donner la possibilité à tout le monde, n'est-ce pas, d'avoir accès à ces concours-là. Maintenant, les entreprises, au-delà des facilités qu'on va accorder à ces entreprises-là, est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place pour permettre aux jeunes opérateurs économiques de pouvoir bénéficier du soutien de l'État? Et comment est-ce que ça peut se passer? Voyez-vous, Jean-Jacques, vous levez pour créer une entreprise parce que vous voulez employer des jeunes Camerounais. Maintenant, vous avez besoin du soutien de l'État. Vous passez par quelle institution? Étant donné que par le passé, on a souvent vu certains opérateurs économiques solliciter l'appui de l'État et qu'à la fin, qu'on dise que soit les caisses sont vides, soit on impose, n'est-ce pas, des rétrocommissions à ces opérateurs économiques-là. Ce sont des choses en réalité qui sont de nature à décourager ceux qui ont la volonté, n'est-ce pas, de recruter la main-d'œuvre locale, de recruter les jeunes Camerounais. J'ai évoqué tout à l'heure le problème de la corruption. Il y a également que il va falloir que le chef de l'État puisse véritablement nommer des jeunes à certains postes de responsabilité pour permettre à d'autres jeunes de pouvoir bénéficier de l'appui de l'État. Parce que, voyez-vous, aujourd'hui, les jeunes, du moins c'est des jeunes que nous rencontrons au quotidien, disent qu'ils en ont marre de voir les mêmes. C'est-à-dire que ce sont les mêmes qui vont créer des entreprises au quartier et disent à leurs frères d'introduire les demandes d'appui de l'État et puis par derrière repartent récupérer cet argent. Ce sont des choses en réalité qui frustrent les jeunes, qui frustrent les Camerounais. Et vous voyez aujourd'hui, certains Camerounais vous disent qu'ils en ont marre, qu'ils veulent que le chef de l'État se débarrasse de certaines personnes. Et évidemment, il va falloir que le chef de l'État écoute aussi ceux qui, n'est-ce pas, posent ce type de revendications. Il va falloir également, puisque le chef de l'État ne connaît pas tout le monde, il ne connaît pas tout le monde, et forcément, il va falloir qu'il passe par son entourage, ceux qui sont autour de lui. Justement cet entourage, et la conséquence, donc, c'est que qu'il a pu écouter à travers les consultations qui ont été organisées à la présidence de la République. Peut-on faire confiance en termes d'écoute, en termes de la remontée de bonnes informations à ce qu'on a vu avant l'élection organisée par le SGPR? Nous comptons sur l'ouverture d'esprit du chef de l'État. Nous comptons sur sa lucidité. Nous comptons sur sa bonne foi. Parce qu'il peut advenir que le chef de l'État, dans le cadre de ces consultations-là, est-ce que le chef de l'État reçoit un compte rendu fiable, oui, de ce qui a été dit au cours des consultations? Est-ce que ce n'est pas un rapport biaisé? Alors, il n'a plus la capacité aujourd'hui de faire des contre-expertises. C'est-à-dire qu'au-delà de ce qui lui a été proposé venant des consultations, il peut commettre également d'autres personnes pour mener des investigations, pour mener des consultations, de manière à faire opposer les deux travaux et de dégager, n'est-ce pas, quelque chose qui peut satisfaire véritablement tout le monde. Moi, je pense que c'est une très bonne idée pour le chef de l'État d'encourager les jeunes Camerounais à créer des entreprises. Maintenant, il va falloir non seulement combattre la corruption, heureusement qu'il l'a évoqué dans son discours inaugural, et également, il va falloir que, parce que la priorité ici, Jean-Jacques Zé, c'est le remaniement ministériel.
avant toute chose, il va falloir que le chef de l'État remanie. On est d'accord. On ne veut pas le réajustement, on veut le remaniement. C'est ce remaniement-là qui va permettre de voir si véritablement on peut affronter l'avenir avec certitude. Parce que, voyez-vous, il y a des gens aujourd'hui que vous l'avez dit. J'ai peur que vous commenciez à citer les noms.